La porte s'est ouverte. Rebecca, ma sœur, se tenait dans l'encadrement, tenant une tasse de café. Son visage était vide. J'étais dans la chambre 447 de l'hôpital méthodiste. 2e jour post-opératoire. Ablation d'un calcul rénal. Le genre de douleur qui réécrit votre compréhension de la souffrance. Derrière Rebecca, maman est apparue. Elle avait l'air fatiguée. Coupable, peut-être. Marcus, a dit maman, on est venu. Je leur avais envoyé un texto jeudi, leur parlant de l'opération d'urgence. Maman avait répondu avec un emoji de main en prière. C'était tout. Maintenant, elles étaient là. Samedi après-midi, 48 heures plus tard. Rebecca s'est approchée de mon lit, a posé la tasse de café sur la table de chevet, sans me demander si j'en voulais. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Comme si on m'avait enfoncé une caméra dans la bite. Maman a tressailli. Langage. Rebecca n'a pas réagi. Elle regardait le pied à perfusion, le sac de sérum physiologique s'écoulant dans mon bras gauche. Sa main s'est tendue. J'ai cru qu'elle ajustait le support, qu'elle était serviable pour une fois. Puis elle a attrapé la tubulure du cathéter et l'a arrachée de ma veine. Douleur vive. Sang immédiat. J'ai reculé brusquement. Qu'est-ce que... Rebecca s'est éloignée, le visage toujours vide, comme si elle venait de fermer une fenêtre. Ça a glissé, a-t-elle dit. Ça n'a pas glissé. Tu l'as tiré. Tu as bougé. Je vérifiais la connexion. Tu as sursauté. Je l'ai regardé. Le sang coulait le long de mon avant-bras, gouttant sur la couverture de l'hôpital. Maman se tenait figée dans l'embrasure de la porte. Pas choquée, pas horrifiée, juste en train de regarder. Je vais chercher l'infirmière, a dit maman tranquillement. Elle s'est retournée, s'est positionnée dans l'embrasure, bloquant la vue depuis le couloir, sans s'écarter. Bloquant. Sors, ai-je dit. Rebecca a pris son café. J'essayais d'aider. Sors. Elle s'est dirigée vers la porte. Calme, sans se presser. Maman a suivi. Sur le seuil, maman s'est retournée. On reviendra plus tard, quand tu te sentiras mieux. Elles sont parties. Je suis resté assis là, tenant mon bras. Ce n'était pas un accident. Des pas. Une infirmière est apparue. Jeune, son badge indiquait Kelly. Elle a vu mon bras. Que s'est-il passé? La perfusion est sortie. Kelly a attrapé de la gaze, a commencé à nettoyer le sang. Celles-ci ne sortent pas toutes seules, monsieur Torres. Les lignes périphériques sont sécurisées. Quelqu'un a dû les tirer. Je n'ai pas répondu. Kelly a travaillé vite, a nettoyé le site, a examiné la peau déchirée. Qui était là? Ma sœur. Ma mère. L'une d'elles a-t-elle tiré ça? J'ai hésité. Dis-le. Dis-lui. Ma sœur, ai-je finalement dit. Elle a dit que c'était un accident. Kelly a arrêté de bouger. M'a regardé. Était-ce le cas? J'ai pensé au visage de Rebecca, sans expression, mécanique. À maman bloquant l'embrasure. Non. Kelly a fini de bander la plaie, a commencé à préparer un nouveau site de perfusion sur mon bras droit. Je note cela dans votre dossier. Si quelqu'un de votre famille essaie de toucher à nouveau votre équipement médical, vous appuyez immédiatement sur ce bouton d'appel. D'accord? Elle a inséré le nouveau cathéter, l'a fixé avec du ruban adhésif, a vérifié 3 fois les connexions. J'enverrai l'infirmière chef. Elle voudra vous parler. Kelly est partie. Je suis resté assis là. Mon téléphone était sur la table de chevet. Je l'ai pris. Les mains tremblantes. J'ai envoyé un texto à Jack. Hôpital méthodiste, chambre 447. Peux-tu venir? 3 points sont apparus. Jack, en route. 20 minutes, j'ai posé le téléphone, j'ai regardé le bandage sur mon bras gauche, la nouvelle perfusion dans mon droit. Ma sœur venait de m'agresser à l'hôpital. Alors que je me remettais d'une opération, et maman a regardé. Une autre infirmière est apparue 15 minutes plus tard. Plus âgée, confiante, badge. Linda Chen, RN, infirmière chef. Elle a tiré une chaise, s'est assise comme si nous avions toute la journée.
Kelly m'a dit ce qui s'est passé. Je veux l'entendre de votre bouche. Ma sœur a arraché ma perfusion, a dit que c'était un accident. Croyez-vous cela? Non. Linda a hoché la tête. A sorti une tablette, a commencé à taper. Est-ce que quelque chose comme ça s'est déjà produit? Pendant des séjours à l'hôpital précédent. Mon estomac s'est noué. Oui, peut-être. Peut-être. J'ai repensé. 2020, appendicite. Opération d'urgence. Rebecca m'a rendu visite alors que j'étais sous morphine. Je me suis réveillé embrumé. Pas bien. L'infirmière a dit que quelqu'un avait ajusté ma perfusion. 2019, don de rein. Post-au, Rebecca m'a serré fort dans ses bras. Mon incision a commencé à saigner. Elle a dit qu'elle avait oublié que je venais d'être opéré. 2 fois, dis-je tranquillement. 2019 et 2020. Des choses différentes, mais oui. Linda a continué à taper. Monsieur Torres, je regarde votre dossier. Vous avez été patient ici 3 fois en 5 ans. À chaque fois, il y a un signalement infirmier pour incident pendant la visite familiale. Savez-vous ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que quelque chose s'est passé qui a inquiété le personnel, quelque chose d'inhabituel. Mais à chaque fois, vous avez dit aux infirmières que tout allait bien. Un accident, un malentendu. Elle m'a regardé. C'est la 3e fois que vous nous dites que tout va bien. Mais vous venez de dire que vous ne croyez pas que c'était un accident. Alors, qu'en est-il? Je ne savais pas quoi dire. Linda a posé la tablette. Je suis infirmière depuis 23 ans. J'ai vu des familles se battre pour des héritages, pour savoir qui prend les décisions médicales, pour des rancunes qui remontent à des décennies. Et j'ai vu des gens se faire du mal dans des chambres d'hôpital quand ils pensent que personne ne regarde. Elle a sorti une brochure de sa poche, l'a posée sur ma table de chevet. Sécurité des patients, signalement et défense. Vous avez des options. Vous pouvez déposer un rapport d'incident formel, demander que votre sœur soit interdite de visite. Vous pouvez contacter la défense des patients pour obtenir de l'aide, ou vous pouvez ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe si je signale? La sécurité de l'hôpital examine les enregistrements. S'il trouve des preuves de préjudice délibéré, il dépose une plainte auprès de la police. Votre famille sera prévenue. Ça devient compliqué. Enregistrement. Des caméras de sécurité. Chaque chambre de patient en a une pour la responsabilité. J'ai regardé le coin du plafond. Un petit dôme noir. Il y avait une preuve. Vous n'avez pas à décider maintenant, a dit Linda. Mais je mets une note dans votre système. Si votre sœur revient, le personnel sera présent pendant la visite pour votre sécurité. Elle s'est levée. Une dernière chose. Notre système supprime automatiquement les enregistrements après 30 jours. Si vous voulez une copie pour vos dossiers, demandez-la par l'intermédiaire de la défense des patients. Il y a de petits frais. Elle a laissé la brochure, est sortie. J'ai pris la brochure, j'ai lu la première ligne. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité pendant les soins médicaux. Jake est arrivé 30 minutes plus tard. Sweat à capuche noire, sac à dos, tenant un sac de Doritos et un Mountain Dew comme s'il s'était arrêté à 7-Eleven en chemin. Mec, t'as l'air mal en point. Merci. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil visiteur, a ouvert les Doritos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton texto avait l'air urgent. Ma sœur a arraché ma perfusion. Jake a arrêté de mâcher. Quoi? Elle est venue me rendre visite, a attrapé la tubulure, l'a arrachée, a dit que c'était un accident. Était-ce le cas? Non. Jake a posé les chips. Marcus, c'est une agression. Je sais. As-tu dit aux infirmières? Oui. Ils mettent un signalement sur ma chambre. Ils ont dit qu'il y avait des enregistrements de sécurité. Bien. Quoi d'autre? Je lui ai montré la brochure. Jake l'a lu. A levé les yeux. Vas-tu le signaler? Je ne sais pas. Ça semble insensé. Appelez les flics pour ma propre sœur. Elle t'a blessé dans un lit d'hôpital. Qu'y a-t-il d'insensé à signaler ça? C'est la famille. Jake s'est penché en arrière. Je peux te dire quelque chose? Oui.
Je n'ai pas parlé à mon père depuis 4 ans. Je l'ai regardé. Quoi? 4 ans? Zéro contact. Il est bloqué partout. Pourquoi? Parce que quand j'avais 22 ans, il est venu à mon appartement, ivre. Il m'a demandé de l'argent. J'ai dit non. Il m'a frappé, m'a cassé le nez, a saigné partout dans ma cuisine. Jésus. Que as-tu fait? Rien. J'ai dit à tout le monde que j'avais été agressé dehors dans un bar. Je l'ai protégé parce que c'est mon père, non? La famille. Jake m'a regardé. 2 ans plus tard, il l'a refait. Excuses différentes, même violence. Cette fois, j'ai appelé les flics. Ils sont venus, ont pris une déposition, n'ont rien fait. Il était parti avant leur arrivée. Aucune preuve. Alors, tu as coupé les ponts complètement. Et tu sais ce que j'ai appris? Quoi? Que protéger les gens qui vous font du mal ne fait pas de vous une bonne personne. Ça fait de vous leur complice. J'ai médité là-dessus. Ta sœur vient de t'agresser, a dit Jake. Ta mère a regardé. Si tu ne le signales pas, tu leur dis que c'est normal de le refaire. Ils ne le referont pas, comment le sais-tu? Je ne le savais pas. Mon téléphone a vibré. Texto de maman. Maman, 16h18. On est désolé de t'avoir contrarié. Rebecca se sent très mal. J'ai montré à Jake. Il a reniflé. Rebecca se sent très mal. Pas Rebecca est désolée. Pas on n'aurait pas dû venir. Juste elle se sent mal. Un autre texto. Maman, 16h20. C'était un accident. Elle ne voulait pas te faire de mal. Jake a attrapé mon téléphone. Je peux? Vas-y. Il a tapé, a appuyé sur envoyer. J'ai repris le téléphone. Moi, 16h21. Elle a arraché ma perfusion. L'infirmière a dû la réinsérer. Ce n'est pas un accident. Ne revenez pas, 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Maman, 16h24. Tu dramatises. J'ai qu'à pointer l'écran. Ça, c'est du gaslighting. Je sais. Vraiment? Parce que tu te demandes encore si tu dois la dénoncer. J'ai posé le téléphone. Face contre la table. Depuis combien de temps ça dure, a demandé Jake. Quoi que ce soit avec ta famille. Je ne sais pas. Toujours. Et tu n'as jamais riposté? Pas vraiment. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Parce que c'est la famille. Parce que je pensais que si j'étais juste plus facile à vivre, ils finiraient par me voir. Vraiment me voir. Et l'ont-ils fait? J'ai regardé mon bras bandé. Non. Jake a ouvert son Mountain Dew, a pris une longue gorgée. Alors, il est peut-être temps d'arrêter d'être facile. Linda est revenue à 18h. M. Torres, j'ai fait quelques vérifications. Votre dossier montre 3 incidents antérieurs. 2019, post-don de rein, saignement de l'incision après une visite familiale. 2020, convalescence d'appendicite, perfusion de morphine altérée. 2024, aujourd'hui, retrait de la perfusion. 3 fois, pas 2, 3. Il y a autre chose, a dit Linda. En 2021, une patiente nommée Linda Marshall, une autre Linda, a déposé une plainte pour manipulation de ventilateur pendant les soins de fin de vie. La sécurité de l'hôpital a examiné les enregistrements, a montré un visiteur ajustant les réglages pendant les heures de visite familiale. La patiente a survécu. La famille a refusé de porter plainte pour éviter les conflits. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que la visiteuse signalait ce jour-là. Rebecca Torres, votre sœur. Mon sang s'est glacé. Elle a manipulé le ventilateur de quelqu'un? Nous ne pouvons pas prouver que c'était délibéré. Les enregistrements n'étaient pas clairs, mais le signalement est là, dans notre système. Linda s'est assise. Marcus, je ne devrais pas vous dire ça, mais j'ai vu des gens ignorer les schémas jusqu'à ce que quelqu'un soit gravement blessé. Votre sœur a été signalée 4 fois en 5 ans dans 2 hôpitaux. 4 incidents où quelqu'un a fini blessé pendant ses visites. Qui était Linda Marshall? La mère de son ex-mari. Jésus-Christ.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ai-je demandé. Je veux que vous vous protégiez. Obtenez les enregistrements. Déposez la plainte. Assurez-vous que ce schéma s'arrête avant que quelqu'un ne survive pas, elle s'est levée. Les formulaires de demande d'enregistrement sont au bureau de la défense des patients. 2e étage. 25 $ de frais de traitement. Ils vous donneront une clé USB. Elle est partie. Je suis resté assis là. 4 incidents. 4 fois que Rebecca avait blessé quelqu'un à l'hôpital et tout le monde l'avait laissé faire. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert les photos, j'ai fait défiler jusqu'en novembre 2019. Là, moi dans un lit d'hôpital, pâle, épuisé. Post-don de rein. Rebecca à côté de moi, souriante, en bonne santé. La légende qu'elle avait postée sur Facebook. Tellement reconnaissante pour mon incroyable frère. Il m'a littéralement sauvé la vie. Je lui avais donné un rein. Et aujourd'hui, elle a arraché ma perfusion. J'ai fait une capture d'écran de la photo, je l'ai enregistrée dans un nouvel album intitulé « Preuve ». Puis j'ai envoyé un texto à Jake. Moi, je vais la dénoncer. Jake, bien. Tu veux que je reste? Moi, non. Rentre chez toi. Je t'appelle demain. Jake, fier de toi, mec. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé la brochure, la caméra dans le coin, mon bras bandé. Demain, j'irai à la défense des patients. J'obtiendrai les enregistrements et je déposerai la plainte. Parce que Jake avait raison. Protéger les gens qui vous font du mal ne fait pas de vous une personne loyale. Ça fait de vous leur prochaine victime. Et j'en avais fini d'être une victime. Je suis sorti de l'hôpital le dimanche matin. L'infirmière qui a traité mes papiers n'était ni Linda, ni Kelly, juste une employée du week-end qui m'a remis des ordonnances et des instructions de sortie et a dit « Portez-vous bien ». J'ai signé les formulaires, je suis sorti, je suis rentré chez moi en voiture. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé il y a 3 jours. De la vaisselle sale dans l'évier, du linge entassé sur le canapé, du courrier éparpillé sur le comptoir. J'ai posé mon sac d'hôpital, je me suis assis sur le canapé, j'ai regardé le mur. Mon téléphone était en silencieux. Il l'était depuis hier. Je l'ai retourné. 17 appels manqués. Maman 11, Rebecca 4. Numéros inconnus 2. 6 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai transféré 25 $ sur mon compte courant. Demain, j'irai à l'hôpital, j'obtiendrai les enregistrements, je commencerai le processus. Ce soir, j'avais juste besoin d'exister. Le lundi, je suis allé travailler. Les appels de service de CVC ne s'arrêtent pas parce que vous avez une crise familiale. Premier travail, une fournaise cassée dans un duplex. Un couple de personnes âgées, sans chauffage depuis 2 jours. J'ai remplacé l'allumeur, testé le système, je leur ai facturé la moitié du prix parce qu'ils me rappelaient mes grands-parents. Deuxième travail, un congélateur de restaurant, compresseur HS. Celui-là a pris 3 heures. J'ai travaillé jusqu'à 18 heures. Je suis rentré chez moi. J'ai mangé des restes réchauffés au micro-ondes. Je me suis couché à 20 heures. Je me suis réveillé à 3 heures du matin en pensant au visage vide de Rebecca. La façon dont elle avait tiré la tubulure, sans hésitation, sans émotion, comme si elle débranchait une lampe. Le mardi matin, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital méthodiste, bureau de la défense des patients, 2e étage. Une femme au bureau a levé les yeux. Milieu de la quarantaine, professionnelle. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de demander des enregistrements de sécurité de mon séjour de la semaine dernière. Date et numéro de chambre? 14 décembre, chambre 447. Elle a tapé sur son ordinateur. Raison de la demande? J'ai hésité. Dossier personnel. Il y a eu un incident. Quel genre d'incident? Un membre de la famille a arraché ma perfusion. Ses doigts ont arrêté de bouger. Cela a-t-il été signalé à la sécurité de l'hôpital? L'infirmière chef l'a noté dans mon dossier. Un instant. Elle a pris un téléphone, a composé un numéro. Sécurité, j'ai un patient qui demande un examen des enregistrements pour un incident signalé. Chambre 447, 14 décembre. Oui, je patiente. Elle a attendu.
Je suis resté là, sentant que je franchissais une ligne que je ne pourrais pas défranchir. D'accord, je lui ferai savoir. Elle a raccroché. La sécurité est en train de récupérer les enregistrements. Les frais de traitement sont de 25 $. Vous recevrez une clé USB avec les horodatage pertinents. Ça devrait être prêt d'ici la fin de la journée. J'ai payé en espèces. On vous appellera quand ce sera prêt à être récupéré. Je suis parti, je me suis assis dans mon camion sur le parking. C'était réel maintenant. Je venais de demander des preuves vidéo de l'agression de ma sœur. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne pouvais pas rester assis dans mon appartement à attendre que le téléphone sonne. J'ai conduit à la place. Je me suis retrouvé au refuge pour animaux du comté, à 15 minutes de la ville. J'avais fait du bénévolat ici à l'université. Je n'y étais pas retourné depuis plus d'1 an. Le bâtiment avait l'air pareil. Des blocs de béton, des chenilles en grillage. Le son des aboiements de chiens avant même que j'ouvre la porte. À l'intérieur, Rita était à la réception. Elle a levé les yeux, a souri. Marcus Torres, qu'est-ce que tu as fait de toi? Travaillé, vécu, comme d'habitude. T'as l'air mal en point. Merci, Rita. Je suis sérieuse. Ça va? Ça n'allait pas, mais j'ai dit, je peux promener des chiens. Toujours. Elle m'a tendu un presse-papier. Une laisse. M'a ramené au chenil. Rocky est là depuis 1 mois. Un mélange de husky. Son propriétaire l'a abandonné quand ils ont déménagé. Haute énergie. Tire comme un train de marchandises. T'es partant? Ouais. Rocky était magnifique. Gris et blanc, yeux bleus, en train de perdre la tête parce que quelqu'un était près de son chenil. J'ai ouvert la grille. Il a bondi. J'ai attrapé la laisse de justesse. On est sorti. Rocky a tiré vers le sentier. J'ai tenu bon. On a trouvé un rythme. Pendant 20 minutes, je n'ai pas pensé à Rebecca, aux hôpitaux, aux enregistrements qui m'attendaient. Juste un chien qui voulait courir. On était à mi-chemin de la boucle quand je l'ai vu. Une femme, peut-être 30 ans, assise sur un banc près du ruisseau, en train de pleurer. J'ai ralenti. Rocky a reniflé l'air. Ça va, ai-je crié. Elle a levé les yeux, s'est essuyé le visage. Ouais, désolé. Ça va. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Elle a ri. Un rire creux. Mon mari vient de me dire qu'il me quitte. Il a pris le chien. Notre chien. Il a dit qu'il l'a gardé parce que je travaille trop. Rocky a tiré vers elle, s'est assis à ses pieds, a posé sa tête sur son genou. Elle l'a regardé, puis a craqué. A complètement craqué. Je suis resté là, maladroitement, pendant qu'elle pleurait dans la fourrure de Rocky. Il n'est pas à moi, dis-je. Je le promène juste, mais il est doué pour ça. Elle a hoché la tête. A continué à pleurer. Après 1 minute, elle a levé les yeux. Merci. J'en avais besoin. De rien. On est retourné. Elle n'a rien dit d'autre. A juste gratté les oreilles de Rocky et s'est dirigée vers sa voiture. J'ai ramené Rocky à l'intérieur. Rita attendait. Je t'ai vu parler à quelqu'un. Elle passait une mauvaise journée. Rocky a aidé. Rita a souri. Les chiens sont meilleurs pour être là que les gens. J'y ai réfléchi. Ouais, c'est vrai. Mon téléphone a sonné à 16 heures. Hôpital. Monsieur Torres, vos enregistrements sont prêts à être récupérés. J'ai fait demi-tour. Le bureau de la défense fermait dans 30 minutes. La même femme m'a tendu une enveloppe scellée. Clé USB à l'intérieur. Les enregistrements sont horodatés. 14 décembre, 14h47 à 15h15. Si vous avez besoin de copies supplémentaires, faites-le nous savoir. Merci. Je suis allé à mon camion. Je suis resté assis là, tenant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une preuve, ou rien. Je ne savais pas ce qui me terrifiait le plus. Je suis rentré chez moi, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable, un fichier, MP4, 28 minutes. J'ai cliqué sur lecture. La vidéo s'est chargée. Chambre d'hôpital. Grand angle.
Moi dans le lit. Endormi. 14h51, la porte s'ouvre. Rebecca entre, seule. Elle se tient au pied de mon lit, me regardant dormir. Pendant 30 secondes, elle regarde juste, puis se dirige vers la fenêtre, regarde dehors. 14h52, maman entre. Elle ne parle pas, Rebecca se dirige vers le pied à perfusion. Je me réveille. M'assois légèrement. Le son est étouffé, mais je vois ma bouche bouger. Rebecca répond. Puis sa main se tend, attrape la tubulure du cathéter, tire. Je recule brusquement. Sans visible même sur un enregistrement de faible qualité. Maman entre dans l'embrasure de la porte, pas paniquée, pas se précipitant pour aider. Elle se positionne, bloquant la vue du couloir. 14h54, une infirmière apparaît. Kelly. Rebecca et maman partent. La vidéo continue. Kelly réinsère la perfusion, part. Je suis assis, seul. 15h15, la vidéo se termine. Je l'ai regardée 3 fois de plus. À chaque fois, la même chose ressortait. Maman n'a pas figé. Elle a bougé délibérément. A bloqué l'embrasure. A aidé. J'ai appelé Jack. J'ai les enregistrements. Et tout est là. Rebecca qui tire la perfusion. Maman qui bloque la porte. Tout. Bien. Et maintenant? Je ne sais pas. La police? Ouais. Dépose une plainte. Donne-leur les enregistrements. Et s'ils s'en fichent? C'est la famille. C'est une tubulure de perfusion. Ce n'est pas comme si elle m'avait poignardé. Marcus, elle essaie de te détruire dans un hôpital. Il y a des preuves vidéo. Dépose la plainte. D'accord. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Je dois le faire moi-même. Appelle-moi après. J'ai raccroché, j'ai ouvert Google, j'ai cherché comment déposer une plainte pour agression. Les résultats se sont chargés. Des articles sur la violence domestique, les conflits familiaux, les définitions juridiques. J'ai cliqué sur un, j'ai lu le premier paragraphe. Agression au 3e degré, causer intentionnellement des blessures physiques à une autre personne. Les peines incluent jusqu'à 1 an de prison et des amendes jusqu'à $2500. 1 an de prison pour ma sœur. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai regardé le plafond. Est-ce que j'allais vraiment faire ça? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert Facebook, j'ai cherché Rebecca. Son profil était privé, mais celui de maman ne l'était pas. J'ai parcouru les publications de maman, j'en ai trouvé une de juin 2020. Une photo de Rebecca dans une salle d'attente d'hôpital, l'air stressé. Légende, priant pour le rétablissement de Linda. Tellement reconnaissante que les médecins l'aient attrapée à temps. Rebecca a été un tel soutien pendant cette période difficile. J'ai cliqué sur les commentaires. Tante Carole, Rebecca est une personne si attentionnée. Linda a de la chance de la voir. Oncle Ron, envoi d'amour. Ami d'église au hasard, qu'est-il arrivé à Linda? Réponse de maman, urgence médicale. On est juste reconnaissant qu'elle soit stable. Linda Marshall, la femme que l'infirmière avait mentionnée. La mère de l'ex-mari de Rebecca. J'ai cherché Linda Marshall. J'ai trouvé son profil. Public. J'ai fait défiler jusqu'en juin 2020. J'ai trouvé une publication de son fils. David. David Marshall. L'ex-mari de Rebecca. 14 juin 2020. Maman est à l'hôpital. Dysfonctionnement du ventilateur lors d'un contrôle de routine. Les médecins disent qu'elle a de la chance d'être en vie. On enquête sur ce qui s'est passé. J'ai fait une capture d'écran, j'ai continué à faire défiler. 20 juin 2020. Mise à jour, l'hôpital a confirmé que quelqu'un a manipulé les réglages du ventilateur de maman pendant les heures de visite familiale. Les enregistrements de sécurité ne sont pas clairs. Aucune plainte déposée. La famille nous a demandé de laisser tomber pour éviter les conflits. On est juste reconnaissant que maman ait survécu. Je l'ai lu 2 fois. Quelqu'un a manipulé le ventilateur pendant les heures de visite familiale. Rebecca avait été là. Le Facebook de maman le confirmait. J'ai cherché plus. J'ai trouvé une autre publication. La page de David.
Juillet 2020. Divorce finalisé. Prêt à avancer. Rebecca et David ont divorcé un mois après l'incident de Linda. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper. Chronologie. Novembre 2019. Je donne un rein à Rebecca. Posto, Rebecca me serre accidentellement trop fort dans ses bras. L'incision saigne. Juin 2020. Je suis hospitalisé. Appendicite. Perfusion de morphine altérée. Juin 2020. Linda Marshall. Ex-belle-mère de Rebecca. Ventilateur altéré. Juillet 2020. Rebecca divorce de David. Décembre 2024. Rebecca arrache ma perfusion. 4 incidents. 5 ans. Un schéma. Le mercredi matin, j'ai conduit jusqu'au poste de police. Le bâtiment était gris, institutionnel, sentait le café et la bureaucratie. Je me suis dirigé vers la réception. Un officier derrière du plexiglas. Jeune, l'air ennuyé. Je peux vous aider? J'ai besoin de déposer une plainte pour agression. Quand est-ce que ça s'est passé? Samedi 14 décembre. Qui vous a agressé? Ma sœur. Il a arrêté de taper, m'a regardé. Votre sœur? Oui. D'accord, incident domestique. Vous devrez remplir ces formulaires. Ensuite, un officier prendra votre déposition. Il a fait glisser des papiers à travers la fente. Je me suis assis dans la salle d'attente, j'ai rempli les formulaires. Nom, adresse, relation avec l'agresseur. Description de l'incident. Ma sœur, Rebecca Torres, a intentionnellement arraché mon cathéter de perfusion alors que j'étais hospitalisé à l'hôpital méthodiste le 14 décembre 2024 à environ 14h53. J'ai des preuves vidéo. J'ai rendu les formulaires, j'ai attendu. 40 minutes plus tard, un officier a appelé mon nom. Un jeune gars, pas plus de 25 ans. On s'est assis dans une petite salle d'interrogatoire. Il a lu ma déclaration. Alors, votre sœur a arraché votre perfusion? Oui. Et vous avez une vidéo? Je lui ai tendu la clé USB, enregistrement de sécurité de l'hôpital. Il l'a branchée sur un ordinateur, a regardé 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il a arrêté la vidéo. Monsieur Torres, je vais être honnête avec vous. Les conflits familiaux sont compliqués. On dirait qu'elle essayait de l'ajuster et que vous avez bougé. Je n'ai pas bougé. Elle l'a attrapé et a tiré. Mais il n'y a pas de son. Pas moyen de savoir ce qui a été dit. C'est votre parole contre la sienne. Il y a des preuves vidéo d'elle touchant votre pied à perfusion, pas nécessairement d'une agression délibérée. Je l'ai regardé. Regardez à nouveau. Regardez où se tient ma mère. Il a soupiré. A redémarré la vidéo. Cette fois, il a regardé le tout. Quand ça s'est terminé, il était silencieux. Votre mère a bien bloqué l'embrasure. Oui. Mais ça ne prouve pas l'intention. Ça pourrait être une coïncidence. Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas. Il a fermé l'ordinateur portable. Écoutez, je vais déposer la plainte, vous donner un numéro de dossier, mais je vous le dis tout de suite, le procureur ne poursuivra probablement pas. Les conflits familiaux vont rarement quelque part à moins qu'il y ait des blessures graves. Vous n'avez pas été gravement blessé. J'ai dû faire réinsérer ma perfusion par une infirmière. Ce n'est pas une blessure grave en termes juridiques. Et le schéma? C'est la 3e fois qu'elle fait quelque chose comme ça. 3e fois. Je lui ai parlé de 2019, de 2020, de Linda Marshall. Il l'a noté, mais je pouvais voir sur son visage qu'il s'en fichait. Je noterai tout ça. Mais à moins que vous ayez des preuves qu'elle a délibérément blessé ces autres personnes, ce ne sont que des allégations. L'hôpital a des signalements sur elle dans son système. Les signalements d'hôpital ne sont pas des casiers judiciaires. Il s'est levé. Donnez-moi quelques jours. Je soumettrai cela aux enquêtes. Ils décideront si ça vaut la peine de poursuivre. Vous recevrez un email avec votre numéro de dossier. C'est tout. C'est tout. Je suis parti, je me suis assis dans mon camion. J'avais l'impression d'avoir perdu 3 heures. Ce soir-là, Jake est passé, a apporté de la pizza, de la bière.
Comment ça s'est passé? La police s'en fiche. Ils ont dit que c'était un conflit familial. Ils ne poursuivront probablement pas, merde. Ouais. On a mangé en silence. Puis Jake a dit, tu sais quoi? Même s'ils ne poursuivent pas, tu as quand même fait ce qu'il fallait. Tu l'as documenté. Tu l'as rendu officiel. Ça compte. Vraiment? Ouais. Parce que la prochaine fois, et il y aura une prochaine fois, tu auras un dossier, une preuve d'un schéma. Je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois. Alors tu dois couper les ponts complètement. J'y ai réfléchi. Et si tu te trompes? Et si Rebecca ne le pensait vraiment pas? Jake a posé sa bière. Marcus, arrête. Tu as regardé les enregistrements. Tu as vu son visage. Tu sais que ce n'était pas un accident. Il avait raison. Je le savais. Je l'avais su à la seconde où elle avait attrapé la tubulure. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu attends la police. Tu documentes tout. Et tu arrêtes de protéger les gens qui te font du mal. Le vendredi, j'ai reçu un email. Confirmation de dépôt de plainte. 2024 à 87 349, votre plainte a été déposée auprès du métro PD. Un enquêteur vous contactera dans les 10 jours ouvrables si des informations supplémentaires sont nécessaires. Numéro de dossier 2024 à 87 349. Officiel, réel. J'ai fait une capture d'écran de l'email, je l'ai ajouté à mon dossier de preuve. Je me suis rassis. Je venais de déposer des accusations criminelles contre ma sœur. Pas de retour en arrière possible. 7 jours ont passé. Pas d'appel de la police. Je suis allé travailler, j'ai réparé des fournaises, j'ai remplacé des compresseurs, j'ai constamment vérifié mon téléphone, en attendant. Jour 8, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Marcus Torres? Oui. Détective Ramirez, police métropolitaine, à propos du dossier 2024 à 87 349. Enfin. J'ai examiné votre rapport et vos enregistrements. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Vous avez dit au personnel de l'hôpital que le retrait de la perfusion était un accident, puis vous avez déposé un rapport pour agression. Expliquez-vous. Mon estomac s'est noué. Je la protégeais. Je ne voulais pas croire qu'elle le ferait exprès. Donc, vous avez menti au personnel de l'hôpital? Oui. Silence. Voici le problème. Je vois 3 incidents antérieurs dans le dossier. 2019, saignement post-chirurgical. 2020, manipulation de médicaments. 2021, incident de ventilateur avec un autre patient, mais aucun n'a abouti à des accusations parce que les victimes n'ont pas témoigné. Je suis prêt à témoigner maintenant. Vraiment? Parce que vous avez menti au départ. La défense utilisera ça. Ils diront que vous fabriquez ça par dépit. Un conflit familial pour un héritage, peut-être. Comment était-il au courant de l'héritage? Il n'y a pas de conflit, vraiment. Votre père est décédé il y a 8 mois. Il vous a laissé des biens. Votre sœur n'est pas contente de ça? On n'en a pas parlé. M. Torres, si l'avocat de votre sœur soutient que vous avez fabriqué une agression pour renforcer un litige successoral, c'est un doute raisonnable. L'affaire s'effondre. Je suis resté assis dans mon camion, couvert de poussière, frustré. Alors, qu'est-ce que je fais? Décidez si vous êtes engagé. Une fois que j'aurai avancé, ça deviendra moche. La famille le saura. Ça pourrait prendre des mois. Même si les accusations tiennent, elle obtiendra probablement une probation. Pas de prison. Donc, elle s'en tire? Je dis d'être réaliste quant au résultat. Est-ce qu'une probation et une ordonnance restrictive suffisent? J'ai pensé aux enregistrements, au visage vide de Rebecca, à maman bloquant la porte. De quoi avez-vous besoin de moi? D'un engagement. Pas d'hésitation. Vous vous présentez, vous témoignez. Pouvez-vous le faire? Oui. Donnez-moi 48 heures. Je vais tout revoir. Si ça tient la route, je transmets au procureur. Il a raccroché. Je suis resté assis là. 48 heures. 2 jours de plus sans savoir. Je ne suis pas rentré chez moi.
J'ai conduit jusqu'à la maison de papa à la place. Celle qu'il m'avait laissée. À 15 minutes de la ville. Un petit ranch, un jardin envahi par la végétation. Je n'étais pas entré depuis les funérailles. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. L'odeur m'a frappé immédiatement. Poussière, air vicié, chagrin. J'ai traversé le salon, la cuisine, sa chambre, tout. Exactement là où je l'avais laissé. Sur sa table de chevet, une photo dans un cadre en bois. Moi et Rebecca, enfants, à Halloween. J'avais peut-être 10 ans, déguisé en ninja. Elle avait 7 ans, en costume de princesse. Nous sourions tous les deux à l'appareil photo comme si nous n'avions jamais entendu parler de la douleur. Je l'ai prise, j'ai essayé de me souvenir quand les choses ont changé. Quand a-t-elle cessé d'être ma petite sœur pour devenir mon ennemi? Mon téléphone a vibré. Notification de mail. J'ai failli l'ignorer, mais l'objet m'a arrêté. Notification de contestation de succession. Succession de Robert Torres. Je l'ai ouvert. L'email provenait des services juridiques Anderson & Klein. Nous représentons Rebecca Torres dans une affaire concernant la succession de Robert Torres, décédé. Notre cliente conteste formellement la distribution des biens telle qu'elle est décrite dans le testament daté du 15 mars 2024. J'ai continué à lire. Motif de contestation, influence indue pendant une période de capacité diminuée. La demanderesse affirme que Marcus Torres a manipulé le défunt pendant les soins palliatifs pour modifier la distribution de la succession en sa faveur. Une audience a été fixée au 12 février 2025 au tribunal des successions. J'ai fait défiler jusqu'à la date de dépôt. 18 novembre 2024, 3 semaines avant qu'elle ne vienne dans ma chambre d'hôpital. 3 semaines avant qu'elle n'arrache ma perfusion, elle avait déjà engagé un avocat, déjà déposé des documents juridiques prétendant que j'avais manipulé papa pendant qu'il mourait. Et puis elle s'est présentée à mon lit d'hôpital. Pourquoi? J'ai relu l'email, j'ai réfléchi au timing, et puis j'ai compris. Elle est venue pour me provoquer. Si j'avais réagi, crié, l'avais poussé, avait fait une scène, le personnel de l'hôpital l'aurait documenté. Comportement erratique, tendance violente. Elle aurait pu utiliser ça au tribunal des successions. Regardez, votre honneur, mon frère est instable, agressif. C'est l'homme qui a soi-disant pris soin de notre père. Clairement, il l'a manipulé. Mais je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Je suis resté calme, je l'ai signalé après son départ, et maintenant elle avait un autre problème. Une enquête criminelle. Je suis allé au placard de la chambre de papa, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des boîtes, des vêtements que je devais donner, des chaussures qu'il ne porterait plus jamais. Au fond, une boîte de classement en carton étiqueté, dossier personnel, de l'écriture de papa. Je l'ai sortie, je l'ai ouverte. Dossiers médicaux, papier de l'hospice, documents juridiques, et sous tout, un cahier à spirale. Je l'ai ouvert. L'écriture de papa remplissait les pages. Des entrées de journal. Commençant en 2019. Juin 2019. Marcus a donné son rein à Rebecca aujourd'hui. L'opération s'est bien passée. Il est en convalescence maintenant. Rebecca semble reconnaissante. Suzanne est soulagée. Je suis fier de Marcus. Il n'a pas hésité quand Rebecca a eu besoin d'aide. J'ai tourné les pages. Juin 2019, une semaine plus tard. L'incision de Marcus a recommencé à saigner hier. Il a dit que Rebecca lui avait rendu visite et l'avait serré trop fort dans ses bras, qu'elle avait oublié qu'il venait d'être opéré. Mais quand je l'ai interrogé à ce sujet, il avait l'air effrayé, comme s'il ne voulait pas me dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Mais quelque chose ne va pas, mes mains ont commencé à trembler. Mars 2020. Suzanne me presse de tout diviser équitablement entre les enfants, de leur laisser la maison à tous les deux. Mais je m'inquiète pour Rebecca. Elle est différente depuis le divorce. En colère tout le temps. Suffisante. Marcus ne demande rien. Il se présente juste quand j'ai besoin de lui. Aide sans qu'on le lui demande. Je pense que je dois le protéger d'elle. Juin 2020. Marcus est de nouveau à l'hôpital. Appendicite. Opération d'urgence. Rebecca lui a rendu visite hier. Les infirmières m'ont appelé après. Elles ont dit que quelqu'un avait ajusté les médicaments de Marcus sans autorisation.
Elles ont dû escorter Rebecca dehors. Suzanne dit que je réagis de manière excessive. Que Rebecca essayait juste d'aider, mais j'ai vu Marcus après. Il avait l'air terrifié. Avril 2021. Linda Marshall a failli mourir la semaine dernière. David m'a appelé. Il a dit que quelqu'un avait manipulé son ventilateur pendant les heures de visite familiale. L'hôpital a examiné les enregistrements de sécurité. Rebecca et Suzanne étaient toutes les deux là ce jour-là. La famille de David a décidé de ne pas porter plainte. Il voulait éviter les conflits, garder sa privée. Mais je sais que c'était Rebecca et je sais que Suzanne l'a aidé à le couvrir. Je pouvais à peine respirer. Mars 2024. Je change mon testament. Je laisse la maison à Marcus seulement. Suzanne sera furieuse quand elle le découvrira. Rebecca le contestera. Mais je ne peux pas risquer de leur laisser quoi que ce soit ensemble. J'ai peur de ce que Rebecca fera à Marcus si elle pense qu'il se dresse entre elle et ce qu'elle veut. Ron sait tout. Je lui envoie des copies de tout ça. Si quelque chose m'arrive, il s'assurera que Marcus connaisse la vérité. Il s'assurera que Marcus soit protégé. J'ai fermé le cahier, je l'ai posé sur le lit. Papa savait. Pendant 5 ans, il avait su ce qu'était Rebecca. Il a tout documenté. Chaque incident, chaque signal d'alarme, chaque fois que maman l'avait couverte. Et il avait changé son testament, non pas pour punir Rebecca, mais pour me protéger. Pour s'assurer que j'avais quelque chose qu'elle ne pouvait pas prendre, ne pouvait pas détruire. Mon téléphone a sonné. Jake. Et, où es-tu? Je t'ai envoyé des textos. Désolé, je suis chez papa. Ça va? J'ai trouvé le journal de papa. Il savait pour Rebecca, pour tout. Il documentait ça depuis des années. Silence. Puis, Jésus. Il m'a laissé la maison pour me protéger, Jake. Pas parce que j'étais le meilleur fils, parce qu'il avait peur de ce qu'elle ferait si on la partageait. Il avait raison d'avoir peur. J'ai regardé la chambre vide. Rebecca conteste le testament, déposé 3 semaines avant qu'elle ne vienne à l'hôpital. Elle prétend que j'ai manipulé papa pendant qu'il mourait. C'est insensé. Ça va me coûter $10 000 pour le combattre. De l'argent que je n'ai pas, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Peut-être rien. Peut-être que je vais juste laisser les accusations criminelles parler d'elles-mêmes. Son avocat lui dira de laisser tomber l'affaire de succession une fois qu'elle fera face à des accusations d'agression. Et si elle ne laisse pas tomber? Alors je leur montrerai ce journal. Je leur montrerai les dossiers de l'hôpital. Je leur montrerai qu'elle est celle qui a l'habitude de blesser les gens, pas moi. Jake est resté silencieux un moment. Tu veux que je passe? Non, je vais rester ici un peu. Parcourir d'autres affaires de papa. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai. J'ai raccroché, je me suis assis sur le lit de papa, j'ai regardé le journal, la photo de moi et Rebecca enfant, la maison qu'il m'avait laissée pour me garder en sécurité. Et j'ai pris une décision. Je ne renonçais pas à la maison. Je ne reculais pas devant les accusations criminelles. Je ne protégeais plus Rebecca. Papa avait passé 5 ans à essayer de me protéger d'elle. Le moins que je puisse faire était de terminer ce qu'il avait commencé. 3 jours plus tard, le détective Ramirez a appelé. Nous déposons des accusations. Agression au 3e degré. Votre sœur sera prévenue par courrier recommandé dans les 48 heures. Vous recevrez une convocation au tribunal dans 4 à 6 semaines. Et ma mère? Elle n'est pas accusée, mais elle est répertoriée comme témoin essentiel. Elle sera assignée à comparaître. Elle mentira. Peut-être, mais nous avons les enregistrements de sécurité. Difficile de mentir sur ce qui est en vidéo. Quand Rebecca le saura-t-elle? La lettre devrait arriver lundi. Lundi, dans 3 jours. Il y a autre chose, a dit Ramirez. Le bureau du procureur veut proposer un accord de plaidoyer. Réduction de l'accusation en échange d'une probation, d'une gestion de la colère et d'une ordonnance restrictive. Pas de prison. Êtes-vous d'accord avec ça? Ai-je le choix? Vous pouvez pousser pour un procès, mais les procès sont imprévisibles. Les jurys sont imprévisibles. Un accord de plaidoyer garantit qu'elle fait face à des conséquences. Que recommandez-vous? Acceptez l'accord.
Obtenez l'ordonnance restrictive. Passez à autre chose. D'accord. Je le ferai savoir au procureur. Vous aurez des nouvelles du bureau du procureur d'ici 2 semaines pour discuter des détails. Merci. Vous avez fait ce qu'il fallait, Marcus. Je sais que ça ne semble pas être le cas en ce moment, mais vous l'avez fait. Il a raccroché. Je suis resté assis dans mon appartement, j'ai regardé le mur. C'était fait. Accusation criminelle déposée. Ordonnance restrictive à venir. Rebecca saurait d'ici lundi que je ne reculais pas. Et puis tout exploserait. L'explosion est arrivée le dimanche soir. Je préparais le dîner quand mon téléphone a commencé à vibrer. Maman. J'ai laissé sonner. La notification de la messagerie vocale est apparue. Puis un texto. Appelle-moi tout de suite. Un autre texto. Comment as-tu pu faire ça? Un autre. La police a appelé Rebecca. Tu as porté plainte contre ta propre sœur. J'ai posé le téléphone. Je l'ai ignoré. Il a de nouveau vibré. Oncle Ron, cette fois. J'ai entendu ce que tu as fait. Appeler les flics pour la famille, c'est honteux. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai bloqué son numéro. Puis celui de maman. Mon téléphone a de nouveau sonné immédiatement. Rebecca. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté. J'ai juste bloqué son numéro aussi. 30 secondes plus tard, un autre appel. Numéro différent. J'ai répondu. Marcus Torres? Oui. Ici Sarah Chen. Je suis la procureure chargée de votre affaire. Avez-vous une minute? Oui. Votre sœur a été prévenue aujourd'hui. Son avocat a déjà pris contact pour négocier un accord. J'aimerais vous rencontrer cette semaine pour tout passer en revue. Êtes-vous disponible jeudi après-midi à 14 h? Je peux m'arranger. Bien. Apportez toute la documentation que vous avez. Dossiers médicaux, rapport d'incident de l'hôpital, tout ce qui démontre un schéma de comportement. J'ai le journal de mon père. Il a documenté des incidents remontant à 5 ans. Silence. C'est extrêmement utile. Apportez-le absolument. D'accord. Je vous verrai jeudi. Mon bureau est en centre-ville. Je vous enverrai l'adresse. Merci. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. 3 numéros bloqués. Une réunion à venir, un journal plein de preuves, et quelque part de l'autre côté de la ville, Rebecca réalisait que cette fois, je n'allais pas la protéger. Cette fois, il y aurait des conséquences. Enfin, l'appel est arrivé un mardi matin. Numéro inconnu. Marcus Torres? Oui. Ici Ron Torres, ton oncle. On doit parler. J'avais tort. Puis-je venir te voir? J'ai quelque chose que tu dois voir. Oncle Ron est arrivé, tenant un dossier manille. Il avait l'air plus vieux. Plus gris. Je peux entrer? Tu es là pour me dire que je détruis la famille. Non, je suis là pour te dire que j'avais tort. Je me suis écarté. Il s'est assis sur mon canapé. La procureure a appelé, demandant des informations sur l'historique de Rebecca. J'ai commencé à fouiller dans de vieux emails. J'ai trouvé ça. Ton père les a envoyés à partir de 2019. J'avais oublié qu'ils existaient. Il m'a tendu le premier email. De Robert Torres à Ron Torres. Date, 14 juin 2020. Ron, Marcus était en soins intensifs après la rupture de son appendice. Rebecca lui a rendu visite. Les infirmières ont dit qu'elle ajustait ses médicaments sans autorisation. Elles l'ont escorté dehors. Suzanne dit que je réagis de manière excessive, mais j'ai vu Marcus après. Il avait l'air effrayé. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai lu 2 fois. Il y en a d'autres, a dit oncle Ron. De Robert Torres à Ron Torres. Date, 22 avril 2021. Ron, Rebecca l'a refait. À Linda Marshall, la mère de David. La sécurité de l'hôpital l'a surprise en train de manipuler les réglages du ventilateur. Linda a survécu. La famille n'a pas porté plainte, mais l'hôpital a banni Rebecca pendant 6 mois. Je l'ai confrontée.
Elle a dit que Linda le méritait. J'ai peur, Ron. Ce n'est pas du chagrin. C'est autre chose. Mes mains ont tremblé. De Robert Torres à Ron Torres. Date, 10 mars 2024. Ron, je change mon testament. Je laisse la maison à Marcus seulement. Rebecca le contestera. Je sais qu'elle le fera, mais je ne peux pas risquer de leur laisser des biens ensemble. Rebecca voit Marcus comme un obstacle. Si je leur laisse quoi que ce soit ensemble, elle lui fera du mal pour obtenir ce qu'elle veut. Si quelque chose m'arrive, assure-toi que Marcus sache pourquoi j'ai fait ça. C'est le seul qui s'est présenté quand ça comptait. J'ai dû m'asseoir. Ton père ne t'a pas laissé la maison parce que tu étais son préféré, a dit oncle Ron. Il te l'a laissé parce qu'il avait peur que Rebecca te détruise pour l'obtenir. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça avant? Parce que quand ta mère a appelé après que tu as porté plainte, elle pleurait. Elle a dit que tu t'étais retourné contre Rebecca pour de l'argent. Je l'ai cru. J'avais oublié que ces emails existaient. Il m'a regardé. Je t'ai laissé tomber. Je suis désolé. La procureure a des copies maintenant, a dit oncle Ron. Elle a dit qu'elle renforçait considérablement votre dossier. Il s'est levé. Je témoignerai s'ils ont besoin de moi. Ton père m'a demandé de te protéger. Je ne l'ai pas fait. Je répare ça maintenant. Il est parti. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Sarah Chen. Son bureau était en centre-ville, petit, encombré. L'avocat de Rebecca a proposé un accord de plaidoyer. Elle plaidera coupable de mise en danger d'autrui, 18 mois de probation, 200 heures de service communautaire, gestion de la colère, ordonnance restrictive de 2 ans. Pas de prison. Pas de prison. Et je dois être honnête. La juge assignée n'aime pas les affaires de famille. Si nous allons au procès, elle pourrait le rejeter entièrement. L'accord garantit des conséquences. Que recommandez-vous? Acceptez l'accord. Vous obtenez une protection. Elle obtient des conséquences. J'ai pensé au journal de papa. Aux emails. Si j'accepte l'accord, est-ce que ça affecte l'affaire de succession? Sarah a souri légèrement. Avoir une condamnation pour agression rend presque impossible de contester un testament. Démontre un comportement nuisible envers le bénéficiaire. Son avocat serait intelligent de conseiller de laisser tomber. Alors j'accepte l'accord. La date d'audience est le 14 janvier, 9 h. Soyez prêts à ce que votre famille soit là. Le 14 janvier. Je me tenais devant la salle d'audience 5B à 8h45. Costume de friperie. Ne m'allait pas bien. Jake à côté de moi. Sarah est arrivée à 8h50. Rebecca accepte l'accord. Ça devrait être rapide. À 8h55, ils sont arrivés. Maman en noir, Rebecca en gris. Rebecca ne voulait pas me regarder. Oncle Ron est apparu derrière moi. Je suis là si tu as besoin de moi. À 9 h, on est entré. Juge Marion, cheveux argentés, sévère. Affaire numéro 2024 à 87 349, l'État contre Rebecca Torres. L'avocat de Rebecca a exposé l'accord. La juge Marion a regardé Sarah. Madame Chen. Étant donné le schéma documenté s'étendant sur 5 ans, l'État demande 24 mois de probation et une ordonnance restrictive de 5 ans. L'avocat de Rebecca a objecté. La juge Marion a levé la main. Madame Torres, acceptez les termes modifiés ou nous passons au procès. Rebecca a regardé son avocat. J'accepte, votre honneur. Monsieur Torres, souhaitez-vous faire une déclaration? Je me suis levé. Il y a 5 ans, j'ai donné un rein à ma sœur. Il y a 2 ans, j'ai pris soin de mon père pendant les soins palliatifs. 6 mois. Ma sœur est venue 2 fois. Mon père m'a laissé sa maison parce que je suis resté. Elle a déposé une contestation de testament 3 semaines avant d'arracher ma perfusion. Ma voix s'est affermie. Ce n'est pas la première fois. Les dossiers de l'hôpital montrent de multiples incidents. Je ne veux pas de vengeance. Je veux qu'elle obtienne de l'aide. Et je veux m'assurer qu'elle ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Je me suis rassis. La juge Marion a enlevé ses lunettes. Madame Torres. Levez-vous. J'ai examiné les preuves, les enregistrements, les rapports d'incidents,
la documentation de votre père. Ce schéma ne peut pas continuer. 24 mois de probation, 300 heures de service communautaire, gestion de la colère 2 fois par semaine, aucun contact avec votre frère pendant 5 ans. Violez cela, vous serez arrêté. Compris? Oui, votre honneur. Le marteau a frappé. Fait. Dehors, maman attendait près de sa voiture. Oncle Ron s'est approché, a parlé doucement. Elle a secoué la tête, est montée dans sa voiture, est partie. Jake et moi sommes restés sur le parking. Comment te sens-tu? Vide. Ouais, c'est normal. 3 jours plus tard, l'avocat des successions a appelé. Rebecca a retiré la contestation de la succession. Le testament est maintenu. La propriété est à vous. Elle avait abandonné. Non pas parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait tort, parce qu'elle avait perdu son levier. 4 semaines plus tard, j'ai vendu la maison de papa. Trop de fantômes. Le chèque était suffisant pour payer les dettes. À compte pour un petit endroit. Un nouveau départ. 2 mois après le tribunal, maman a envoyé un texto. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. J'ai parlé à Ron. Il m'a montré les emails de ton père. Je ne savais pas qu'il était si inquiet. Je pensais qu'il réagissait de manière excessive. J'avais tort. Je ne suis pas doué pour dire ça, mais j'avais tort sur beaucoup de choses. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que j'essaie de comprendre. Je l'ai lu 3 fois. J'ai tapé, je ne suis pas prêt pour une relation avec toi, mais j'apprécie que tu le dises. C'est un début. Je l'ai envoyé. Je ne me sentais pas triomphant, juste plus léger. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital méthodiste. J'aimerais faire du bénévolat auprès des patients en convalescence post-opératoire, ceux qui n'ont pas de famille en visite. Merveilleux. Quand pouvez-vous commencer? La semaine prochaine. Puis j'ai appelé le refuge pour animaux. Rita, est-ce que Rocky est toujours là? Il l'est. Pourquoi? Je veux l'adopter et m'inscrire à une formation de chien de thérapie. Le mardi, ça marche? Parfait. 2 semaines plus tard, je suis entré à méthodiste avec Rocky. Une infirmière nous a dirigés vers la chambre 312. Patient posto. Pas de famille. Pourrait apprécier de la compagnie. J'ai frappé. Un homme âgé dans le lit. Fatigué. Bonjour, je m'appelle Marcus. C'est Rocky. On fait du bénévolat. Ça vous dérange si on vous rend visite? Il a regardé Rocky, a souri. J'aimerais bien. Rocky a posé sa tête sur le lit. L'homme lui a gratté derrière les oreilles. Merci. On est resté 20 minutes. Ce soir-là, Rocky s'est étalé sur mes genoux. Jake a envoyé un texto pour dîner ce week-end. J'ai dit oui. J'ai regardé Rocky, mon appartement. Petit, mais à moi. La vie que je construisais. Pas parfaite, pas guérie, mais meilleure. Et peut-être qu'un jour, elle inclurait maman. Mais à mes conditions, quand je serai prêt, parce que j'aurais choisi. Pour l'instant, j'avais du travail. Jake, Rocky, des gens qui se présentaient, et c'était suffisant.